Bonjour à tous. Dans le module technologie des systèmes thermiques, 5 cours, 5 thèmes. Vous avez vu déjà composants. Vous avez peut-être vu brûleur, ça dépend des années, ça dépend de l'emploi du temps. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux pompes et compresseurs, sachant qu'on a déjà vu les circulateurs dans la partie composants. On verra aussi l'application sur les pompes à chaleur. Alors, pompe, ventilateur, compresseur, c'est quoi? Quel est le point commun de ces différents systèmes? Quelle est leur fonction? Quelle est leur différence? C'est ce que nous allons voir. Donc, le but de ces trois types d'appareils, c'est de faire circuler des fluides dans les réseaux. Ça peut être aussi de comprimer des gaz. Donc on a mis les pompes avec les compresseurs. Les pompes, c'est pour faire circuler. Alors bien sûr, ça joue sur la pression aussi, mais le but, c'est de faire circuler le fluide dans un circuit de chauffage, par exemple, ou un fluide industriel. Et les compresseurs, ça peut être le but peut être de comprimer sans forcément chercher à faire circuler très loin le fluide, comme dans une pompe à chaleur. Néanmoins, le fonctionnement est à peu près le même. Donc on a regroupé ça dans un chapitre. C'est un petit rappel, un petit rappel de circuit de chauffage avec le circulateur ici. Alors bon, c'est un schéma qui date un petit peu, donc le circulateur aujourd'hui on le dessine avec un triangle bien distinctif ici. Donc ici on a un circulateur parce qu'on a un circuit fermé ici. Alors c'est important la différence quand même, circuit fermé, tout ce qui est circuit de chauffage, alors qu'ici il est ouvert si on prend une pompe qui est là et qui va pomper une nappe phréatique ou un bassin pour aller remplir un château d'eau ou un étang ou autre chose. Dans ce cas-là, on a une différence de hauteur. Alors qu'ici, on n'a pas de différence de hauteur puisque la pompe ici, l'entrée de la pompe et la sortie de la pompe, on a un circuit fermé, donc tout le circuit se situe entre ces deux points. Alors que là, on a un point ici et un point là qui n'est pas à la même altitude. Or, on a vu que la charge H était égale à Z plus P sur ρg plus V carré sur 2G. Donc, si on a, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première approximation, s'il n'y a pas de perte de charge, la charge se conserve. Donc, la charge en un point est égale à la charge en un autre point. Si on monte ici de là à là, fatalement ici, ça sera pas le cas. Alors, dans un circuit fermé ici, on pourra avoir la même charge ici et ici, s'il n'y a pas de perte de charge, bien sûr. Et là, ici, il y a une charge qui est inhérente au fait qu'on va monter en altitude. On va jouer là-dessus. C'est un peu confus, c'est pas grave, c'est pas le but ici. Alors, on va trouver aussi des compresseurs, parce que dans les pompes à chaleur et machines frigo, on va avoir une partie ici, au niveau de l'évaporateur, qui va capter la chaleur de la source froide, donc ça va refroidir ici. Alors qu'ici, on va émettre la chaleur vers la source chaude, qui est l'habitat par exemple. Et entre les deux, ce qu'il faut, l'organe essentiel qu'il faut, c'est un compresseur. On verra pourquoi, vous verrez plus tard pourquoi. Et puis dans une maison ici, pour faire circuler l'air partout, il faut un ventilateur. Donc on a des pompes. Les pompes, c'est souvent, voilà, ça c'est plutôt un circulateur. Là c'est plutôt donc un circulateur. Même si ça peut être la même technologie. Circulateur, là c'est une pompe. On ne revient pas au point de départ. Et puis là, c'est un ventilateur qui va mettre en mouvement l'air. Voilà ce que j'ai dit. Donc pour les circuits de chauffage, l'eau chaude est en circulation dans le réseau, en circuit fermé. Et on parle de circulateur, on peut dire pompe aussi. Lorsqu'on a une machine frigorifique ou une pompe à chaleur, le fluide frigorifique qui est en circulation dans la machine est aussi en circuit fermé. Donc ça fait circuler le fluide frigorifique. Et en plus, ça comprime, c'est important, ça comprime. Alors ici aussi, on augmente la pression. On ne comprime pas ici un circuit de chauffage, parce que la compression, en fait, veut dire qu'on diminue le volume. Ici, le volume ne diminue pas à cause de la pression. Comme c'est un fluide incompressible, on augmente la pression sans que le volume change quasiment. Alors que là, il y a une vraie diminution de volume. On parle de compresseur, et puis on parle de ventilateur pour la circulation d'air, ventilation, climatisation. Ou chauffage, on peut chauffer avec de l'air chaud.
On va retrouver ces organes de circulation dans les circuits industriels aussi dans les enceintes à vide. Si on veut faire le vide, il faut une pompe à vide qui va marcher selon les mêmes principes. Alors ces différentes technologies, on va essayer de voir quelles sont les différentes technologies qui vont permettre de déplacer un fluide, d'augmenter sa pression. Et on peut définir avec des mots voilà, plus choisis. Une pompe, c'est un appareil de distribution et de transfert de fluide, liquide et gaz. Le compresseur, c'est l'appareil qui permet de comprimer un gaz, donc réduire son volume. Et le ventilateur, appareil qui permet de mettre en mouvement de l'air. Alors qu'est-ce qu'un fluide? Qu'est-ce qu'un fluide? Un fluide, il y a deux sortes de fluides. Soit les liquides, où les molécules sont désordonnées mais les unes contre les autres. Soit un gaz, où les particules sont éloignées, avec de l'espace entre les unes et les autres. Comme il y a de l'espace, on va pouvoir réduire cet espace et on va pouvoir comprimer ce gaz. Alors que le liquide, il n'y a pas possibilité de vraiment le comprimer. Quand on aura de l'eau liquide, donc les fluides qu'on va utiliser, l'eau qu'on va avoir à travers les différents systèmes thermiques, c'est de l'eau pour alimenter un réservoir par exemple, pour un circuit de chauffage, donc si c'est de l'eau qui tourne dans ce circuit fermé qui est sale. Pompe circulateur, quand c'est de l'air, c'est VMC, ventilateur, quand c'est un gaz frigo, c'est un compresseur. Et le gaz frigorigène, avant c'était du fréon, maintenant c'est du R134A, et puis la législation évolue, les normes évoluent pour que les gaz ne détruisent pas l'effet de serre ni ne réchauffent l'atmosphère. Il y a une évolution des gaz qui se trouvent dans les frigos. Un retour sur la notion de HMT, hauteur manométrique totale, c'est pas grave si on l'a déjà vu. On voit un petit peu différemment d'ailleurs. Si j'ai une pompe qui alimente un réservoir, on va avoir ici une pompe qu'on dit en charge parce qu'elle est sous le plan ici de référence, sous le plan du liquide que l'on pompe. Mais peu importe, c'est pas ça que je évoquais. Le circuit ici, il a la résistance. Quand l'eau circule, il y a des frottements, donc ça résiste. Ok. Mais dans un circuit ouvert, il faut aussi vaincre à différentes altitudes qui est là. La pompe doit apporter l'énergie nécessaire au transfert du fluide. Okay. Cette capacité de la pompe est donnée par son hauteur manométrique totale en mètres de colonne d'eau de liquide. Par exemple, je vous vois l'exemple. Si vous avez une différence de hauteur entre les deux réservoirs de 8 mètres, plus une perte de charge du fluide au cours du transfert, qui est, je sais pas, de 1 mètre. À ce moment-là, il faudra une pompe qui a une HMT supérieure à 9 mètres. Sinon, votre pompe, elle ne permettra pas de remplir le réservoir du dessus. Alors dans le cas général, les énergies à prendre en compte sont aussi l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie liée à la pression. Vous verrez tout ça plus tard sur les théorèmes de Bernoulli. Mais là, c'est assez simple de comprendre que voilà, sur la différence de hauteur de 8 mètres entre les réservoirs, il faut une pompe qui soit supérieure à 8 mètres de colonne d'eau. Parce qu'il y a aussi les pertes de charge. Alors si la pompe est ici, il faut une pompe en aspiration ici, il faut une pompe auto-amorçante. Parce qu'au début, elle n'est pas en eau, et donc il faut que ça soit capable d'évacuer l'air, en fait, de pomper l'air. Ce n'est pas le cas de toutes les pompes. Alors pour un circulateur, c'est un petit peu différent, parce que le circulateur est un circuit fermé. Et donc il n'y a pas cette altitude à vaincre, en fait. Hein. Vous allez me dire, si, il y a un point haut, etc. Oui, d'accord, mais l'énergie qu'on perd ici, on la regagne après quand ça redescend. Donc en fonctionnement, la HMT de la pompe, c'est simplement égal aux pertes de charge du réseau. On ne prend pas en compte la hauteur de l'installation. Et cette perte de charge du réseau va fixer la valeur du débit, puisque vous savez que les courbes caractéristiques des pompes sont comme ceci. Et si vous avez donc une HMT qui est fixée, et ben ça vous fixe ici le débit. On va le revoir de manière plus jolie ici. Voici la courbe caractéristique du circulateur qui est forcément décroissante si l'on aura une puissance qui augmenterait, puisque je vous rappelle que la puissance c'est Q fois delta P, et que HMT c'est proportionnel à delta P. Ça c'est la courbe du réseau d'un coup de résistance. Plus le débit augmente, plus bien sûr la résistance augmente. C'est une relation quadratique entre les deux.
quadratique, c'est resté au carré. Hein. Donc le delta P est au carré. On voit qu'il y a une espèce de parabole, là, courbe parabolique. Donc la courbe du réseau, c'est la résistance du réseau. Et lorsqu'elles se rencontrent, eh ben, ça vous donne le point de fonctionnement. C'est-à-dire le point qui va fixer le débit dans le réseau. Alors pour schématiser les pompes et circulateurs, vous avez ces schémas possibles. Pour les pompes centrifuges, on a les pompes centrifuges ici. Alors là, je dessine la roue en plus, elle n'est pas dessinée, bien sûr. Et bien retenir que l'aspiration se fait au centre de la roue et le refoulement centrifuge. Aspect technologique de quelques familles. Donc on va voir les pompes centrifuges, les pompes volumétriques à piston, typiquement votre pompe à vélo, les pompes volumétriques rotatives, c'est un peu plus perfectionné, et les ventilateurs. Alors quelques remarques, un circulateur de chauffage appartient à la famille des pompes centrifuges, ok, un compresseur de frigo fonctionne comme une pompe volumétrique, d'accord, un ventilateur est une pompe rotodynamique, centrifuge ou axiale, ok, on verra ça peut-être au fur et à mesure. Alors voilà une pompe centrifuge avec un lien ici, YouTube, que j'aurais pu vous mettre, que je vais vous mettre alors, ici. Si vous acceptez de perdre quelques secondes. Alors, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Bon, je ne vais pas faire plusieurs prises, pas faire un montage après. Ça prendrait un petit peu de temps. On devrait pouvoir arriver à se connecter avec ceci. Alors, qu'est-ce que c'est de la pub? Super génial. Votre batterie vous lâche trop souvent? Direct. Ouais. Chaud devant. C'est le moment de changer. Voilà, c'est mieux. Changer pour une batterie qui dure jusqu'à 12 heures. Changer pour Chromebook. On va accéder au contenu. Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this video, we will have a conceptual overview of working of centrifugal pumps. At the heart of the system lies the impeller. Donc on a la roue. It has got a series of curved vanes fitted inside shroud plates. Qu'il a appelé impulseur. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge sides of impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. Donc en gros ici l'eau est évacuée avec la force centrifuge, vous avez une augmentation de la vitesse puis et de la pression aussi puisque finalement le fait que ici on a une surface plus grande à ce niveau-là qu'à ce niveau-là, on a donc une vitesse qui va donc être accélérée au début mais après elle va diminuer et transformer en pression. Donc on a une surpression à ce niveau-là et ici il y a moins de matière, ce qui a été évacué, donc ça crée une dépression et ça peut donc aspirer l'eau. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing. So the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction. This fact puts a limit to maximum. Okay, je passe un petit If the working fluid is cloggy in nature, it is le lien de cette vidéo. Ok, je reviens sur le diaporama. Voilà, donc on a déjà vu ça dans l'autre cours, hein, avec les différents noms. Ici, l'aspiration du fluide au centre. Donc en TP, même en TP de première année ou de deuxième année, vous devez être capable de repérer où est l'entrée de la pompe, où est la sortie de la pompe.
Bruit d'aspiration, bruit de refoulement, aspiration, refoulement, ok. Et le moteur électrique avec des ailettes ici pour refroidir le moteur de manière plus optimale. Ici un autre, voilà, ici l'impeller comme il a dit dans le texte en anglais. L'impulseur, encore quelque chose qu'on a déjà vu, je passe rapidement, on a déjà vu sur l'autre TP, ici je passe aussi rapidement. Ok. Donc une pompe centrifuge, c'est un système ouvert. Un système ouvert, c'est un système qui en continu va avoir de la matière qui rentre, de la matière qui sort. Contrairement à un système fermé qui est par exemple, vous avez un piston, hop, vous faites rentrer de l'air là-dedans, et puis après vous comprimez ça. Là, l'air qui est là reste à l'intérieur, il est comprimé. Donc une pompe centrifuge, c'est un système ouvert. Le fonctionnement, on l'a déjà dit, c'est le mouvement d'une roue à aube qui accélère le fluide. Une dépression se forme au centre de la roue, crée l'aspiration. Et dans la volute, la vitesse diminue et la pression augmente du coup. On a un débit réglable avec une vanne de sortie ou avec un variateur de vitesse. On peut avoir une roue, des moteurs maintenant qui ont des variateurs de vitesse pour faire tourner à différentes vitesses. Et donc avoir un débit réglable. Sinon, vous mettez une vanne en sortie pour créer de la perte de charge. Et en créant de la perte de charge sur votre courbe caractéristique qui est là, comme ceci, HQV. Si vous créez de la perte de charge, ici, vous remontez comme ceci. Et donc, vous avez votre débit qui passe de là à là et un débit qui décroît. Donc c'est avec une vanne, quand on ferme une vanne, le débit décroît. Ce qui n'est pas révolutionnaire comme connaissance, mais on le voit avec la courbe caractéristique, ça fonctionne. Et c'est un type très courant, ces pompes centrifuges dans le domaine industriel et du bâtiment. L'avantage, c'est que c'est assez simple et c'est pas très cher, c'est aussi une grosse production. On peut l'utiliser sur une large gamme. Ça supporte les solides en suspension. On peut avoir des petites paillettes de fer dans les tuyaux. L'inconvénient, les liquides ne doivent pas être trop visqueux, sinon ça demande trop d'énergie. Les liquides sont fortement agités, donc on ne va pas mettre du lait par exemple, ou du liquide alimentaire. Et elles ne sont pas auto-amorçantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables d'aspirer de l'air pour faire venir l'eau qui est derrière. Maintenant, on va s'intéresser aux pompes volumétriques. Donc quand on parle de volumétrique, de volume, on a vraiment un volume qui va être enfermé et qui va être pris, voilà, puis après on le rejette. Voilà, le fluide va être emprisonné dans un volume fermé qui se réduit au cours de la traversée de la pompe. Mise en œuvre, le corps de pompe contient un ou des éléments mobiles à l'intérieur. Alors les pièces doivent être très ajustées pour permettre l'emprisonnement du fluide. Et soit on a un mouvement avec un piston, soit avec un rotor. Parce que soit il y a un mouvement alternatif, linéaire, soit rotatif. On va voir tout ça dans la suite. Et la propriété de ces pompes et compresseurs volumétriques, une des propriétés, c'est que le débit dépend de la cadence. Alors le plus simple, c'est la pompe à vélo. Voilà, vous regonflez votre vélo, vous avez une cadence pour lever et abaisser la poignée. Et en fonction de ça, vous allez mettre plus ou moins de temps pour regonfler votre vélo. Ici, vous avez une valve d'entrée. Quand vous baissez, quand vous levez ici la poignée, ça lève le piston qui est là. Et en levant le piston qui est ici, ça fait rentrer de l'air ici. Ça fait rentrer l'air ici comme ça. Puis après, quand on va appuyer vers le bas, quand on va faire descendre ceci, le clapet qui est là, ici, va se fermer. Si on ferme le clapet ici, ça va sortir par ce clapet ici. Ok ? Donc c'est des jeux de clapet, comme vous verrez ici, en TP. Présence de valve, clapet, passage de l'air en sens unique. Qui est intéressant. Ça change. Donc on rentre d'un côté, on sort de l'autre. Fonctionnement du système bielle-manivelle. Allez, on va essayer de lancer la vidéo. Donc vous avez, on va regarder la vidéo d'abord. Si on y arrive, le lien tel quel. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Vous avez un truc qui tourne manifestement. À l'intérieur, on aimerait bien voir ce qui se passe à l'intérieur. On a un piston jaune,
un piston jaune, il y a une phase d'aspiration, il y a un clapet qui s'ouvre ici, et l'air pénètre à ce niveau-là. Le clapet est dirigé vers le bas, et en bas, ça tourne en fait. Et quand on arrive sur la phase de remontée du piston, hop, l'autre clapet s'ouvre lorsque la pression est suffisante, et on a du refoulement. Donc en fonction de la force du clapet, si vous voulez, il va s'ouvrir à une certaine pression. Donc aspiration, etc. Ok. Donc il y a pas mal de petites vidéos comme ça sur Internet, je t'encourage à aller voir. Ici, il y a un filtre à air en fait, hein, c'est un petit moteur peut-être ici. Non, il n'y a pas de bougie. Ok, petit compresseur. Et puis j'ai une deuxième ici, vidéo, je ne sais plus si elle tourne, celle-là, on va le voir rapidement, petite animation. Mais je pense que vous avez pigé le truc et puis vous connaissez déjà. Cette chose-là. Donc en TP, vous pourrez démonter un petit compresseur. Voilà, c'est un autre type de compresseur. Alors celui-là, comment ça fonctionne? Danfoss, c'est une grosse marque. Hein. Ici, il y a l'entrée, ici. Voilà. Donc vous avez ici, ouverture, ça rentre, c'est emprisonné. Et le piston fait que c'est comprimé. Et ensuite, il y a ces clapets-là qui vont s'ouvrir pour sortir comprimé. D'accord? Arrivée du gaz, passe là, il passe ici, aspiré lorsque le piston recule, et lorsque le piston avance, il est refoulé. Alors les pièces s'appellent le vilebrequin ici. Un vilebrequin, c'est une pièce alors, de profil. Ouais, on peut avoir des vilebrequins comme ceci, quoi. Avec la bielle qui est là. Voilà, ici je place 2 pistons. Et on voit que si on fait tourner ici cette manivelle, les pistons vont monter ou descendre. Donc le piston va monter ou descendre, parce que là, ici, le pied de la bielle est attaché sur une position qui n'est pas sur le centre de rotation. On a donc transformation d'un mouvement de rotation à un mouvement alternatif, de translation. Lorsque le piston descend, le clapet qui est ici va s'ouvrir. Puis lorsque le piston remonte, le clapet qui est ici s'ouvre. Clapet d'aspiration, clapet de refoulement. Ce qui porte les clapets, c'est la plaque à clapet. Alors je vous en montrerai en TP, ouais, ils sont plus loin. Donc le système, on va étudier en TP, le système bielle-manivelle, je l'ai dit, hein, donc je ne vais pas le répéter. Rotation du vilebrequin, bielle qui fait la liaison, aller-retour du piston. Voilà une autre vue ici. Prenez le temps de faire pause et de regarder les choses. Le pied de la bielle est excentré sur la manivelle, je l'ai dit. On a des liaisons pivots. Donc ici, on a plein de liaisons pivots. Une ici et une ici. Voilà le schéma ici, synthétique. Voilà, donc je laisse lire. Hein, les clapets jouent le rôle d'ouverture et de fermeture, permet l'admission de refoulement sous l'effet d'une différence de pression. Les clapets ne sont pas pilotés par un organe, comme dans un moteur avec une distribution. Les clapets s'ouvrent sous l'effet d'une différence de pression. On peut trouver ce système-là dans les compresseurs à air. Ici, c'est un récipient. Et le piston est caché dans cette partie-là. Ça, c'est derrière votre frigo. Derrière votre frigo, vous avez cette boîte noire. Et à l'intérieur, il y a un piston. Un cylindre avec un piston qui monte et qui descend. Alors, en TP, voilà, j'ai pris quelques photos du clapet, des plaques à clapet. Donc ici, c'est une plaque à clapet. Et ça, c'est... Alors, le clapet, on ne le voit pas, là. Le clapet, c'est vraiment ça, ici. D'accord? Ça, c'est la plaque à clapet sur laquelle sont positionnés les clapets. Et les clapets, c'est des petites lames, ici, qui peuvent être poussées. Et puis, on met souvent une butée clapet pour pas que le clapet se déforme. Car s'il se déforme, à ce moment-là, il ne pourra plus être plaqué, lorsque la pression s'inverse, être plaqué sur la plaque à plaquet, plaque à clapet, et faire son office de boucher le trou. Fermé, P2 inférieur à P1, P2 supérieur à P1, ouvert. Bon, c'est très simple, très basique. J'insiste sur l'effet d'une différence de pression que les clapets s'ouvrent. La butée clapet empêche le clapet de se déformer. Parfois, il y a des butées en coche, on verra en TP. Alors, il y a des clapets de refoulement
qui font passer du cylindre vers le circuit, et clapet d'aspiration, passage du circuit vers le cylindre. Ok, pas de souci. Je pense que c'est suffisamment clair. Voilà le compresseur qu'on a depuis 2 ans. Depuis 1 an même. Ce nouveau compresseur qu'on a récupéré. Ici, on voit nettement ici le vilebrequin. Le vilebrequin ici, la bielle. Et puis caché par ça, c'est le cylindre, il y a le piston. Si on démonte au-dessus, il y a une plaque à clapet avec la butée clapet ici. C'est les butées de refoulement. Et là, on distingue les orifices d'aspiration avec le clapet d'aspiration au fond ici. Ça, c'est un joint ici pour faire l'étanchéité. Et donc ici, l'aspiration arrive par là et le refoulement se fait par ici. Donc là, ça n'a pas été relié au réseau. Voilà, donc quand on démonte, on s'amuserait à démonter tout ça et à reconnaître la plaque à clapet. Hop, les butées ici, les clapets qui sont là. Si je retourne la pièce, je les retrouve ici. Et là, on voit le haut, la tête du piston. En gros plan, le clapet et la butée clapet. Le clapet est là, la butée est là, et clapet d'aspiration. On voit la trace du cylindre ici. Effectivement, les pièces sont bien ajustées. Voilà, toujours pareil, je pense que c'est clair. On peut avoir un compresseur à un piston. Ici, on peut aussi avoir un compresseur biétagé. Alors ici, on ne voit pas très bien, mais là, ça tourne. Et en fait, ça comprime ici. Et après, ça va dans l'autre. Pardon, c'est ici. Ça va comprimer une première fois ici. Et après, ça va passer dans l'autre ici. Où ça va comprimer une deuxième fois. Peut-être l'inverse d'ailleurs ici. Ça comprime peut-être d'abord ici. Donc 2 étages de compression. Bon, je passe rapidement là-dessus. Si vous voulez creuser, je vous laisse regarder ici. Avec des schémas un peu... schémas de mécaniciens. Allez, on passe au compresseur à piston et à plateau incliné. Donc on est toujours sur de la compression volumétrique. Et on a toujours du matos qu'on verra en TP. Le mieux, c'est de les vidéos qui sont là. N'en profitez pas pour aller chercher à manger dans le frigo. Ok, donc dans ce cas-là, on a ici un plateau incliné. On n'a pas le système bielle manivelle. On a ce plateau incliné ici qui va pousser les pistons. Donc il y a une rotation simple ici. Et comme le plateau est incliné, ça va pousser... alors c'est autre chose, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça va pousser les pistons ici, donc on gagne vachement en compacité. Et la deuxième vidéo, un peu plus pro, je crois. Léo, c'est un constructeur. C'est... C'est des questions. Donc on voit ici le compresseur, ici climatisation en fait, climatiseur. Ça c'est relié à la partie habitacle. Là c'est relié à l'extérieur. Et ça prend l'air de l'extérieur pour ici échanger la chaleur. Et ça va créer du froid donc à l'intérieur de l'habitacle. Et vous avez ici une poulie qui est entraînée par le moteur qui est derrière. Voilà. Donc il n'y a pas de moteur électrique, contrairement au précédent compresseur qu'on avait vu. Et puis on retrouve cette technologie de plateau incliné ici. Plateau incliné qui est ici et des pistons qui sont ici. Là on retrouve une plaque à clapet avec les différents clapets d'aspiration et de refoulement.
Allez, retour au cours. Alors, pompe et compresseur volumétrique à un mouvement rotatif. On a vu les pompes et compresseurs volumétriques à un mouvement alternatif. Même si on avait quelque chose qui tournait en rotation, le piston était en translation. On a aussi des dispositifs où le mouvement est rotatif. On est toujours dans le cadre où on va emprisonner un volume d'air de gaz, et on va lui imprimer une diminution de volume. Alors à ce jeu-là, on a les pompes à palettes, qu'on appelle aussi à joint d'huile, les pompes à lobe, les compresseurs à vis, les scrolls, etc. Donc le principe, un volume de fluide emprisonné se réduit sous l'effet de la rotation. Première chose, les pompes à palettes, ici, on a une palette ici coulissante, et ici on a un désaxage entre le rotor et le stator, ce qui fait que ici, l'aspiration, ça se dans ce sens-là, on va emprisonner un volume d'air, il est là, hein, il est emprisonné, et lorsque ça va tourner, la palette va glisser grâce à un joint d'huile, il y a de l'huile, quoi, et va se déplacer et à l'intérieur. Et à en sortir, regardez le volume, il est beaucoup plus petit, ce volume-là. Ce volume qui est ici s'est transformé en ce volume-là. Donc il a diminué, donc la pression a augmenté. Et si la pression est supérieure pour ouvrir, pour pousser le ressort qui est ici, eh ben, on va pouvoir avoir un gaz compressé. Alors, est-ce que ce lien fonctionne encore? Je suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'il n'était plus disponible, mais c'est pas grave. Ok. Allez, je reviens là-dessus, vous avez compris le principe. Pompe à lobe, cette fois-ci, donc là à l'entrée, donc toujours on a un mouvement tournant, hein, de ces sortes de rotation est ici. Hein. On repère ici ce truc-là, donc ça tourne. Et en tournant, donc les pièces sont très ajustées ici. D'accord. En tournant ici, vous avez une rotation dans ce sens-là. Vous allez avoir le volume qui va se réduire lors de la translation. Alors là, on ne voit pas très bien. Voilà, le volume qui est emprisonné est prélevé de ce côté-là et ressort ici. Là, on ne voit pas très bien, j'avoue, que ça réduit le volume. Mais ça réduit forcément, parce que là, ce volume-là, qui est ici, là, voilà, il est là, voilà, on le voit ici. Donc ce volume-là, il est là, hop, et après il est expulsé. Il a été expulsé quand les deux choses se rejoignent. Pareil ici, compresseur à vis. Cette fois, j'ai une vis. Je sais qu'il marche. Alors, vidéo, on doit avoir le lien. L'élément de compression consiste en un rotor principal unique et deux roues à aubes. L'air atmosphérique pénètre dans l'élément de compression et remplit les creux du rotor principal. Les roues à aubes engrainent les creux et forment deux chambres de compression au-dessus et au-dessous du rotor principal. Les roues à aubes suivent automatiquement la rotation du rotor principal en réduisant le volume dans les creux et compriment l'air le long des chambres de compression. L'eau épurée injectée dans l'élément de compression lubrifie, étanchéifie et refroidit. Ok. Voilà, donc toujours la même chose. On a un fluide qui est emprisonné et le volume se réduit petit à petit avec des pièces très ajustées. Donc pas toujours facile de voir, même en vidéo. Et le compresseur scroll qui est, qui est très... Allez, dernière vidéo, après on arrête. Compresseur scroll qui est très utilisé et très performant. C'est assez récent aussi, comme technologie. On a deux spirales en fait. On a deux spirales, il y en a une qui est fixe et l'autre qui est mobile en fait. Et le but du jeu, c'est toujours le même, emprisonner un volume de gaz. Et au cours de la rotation, ce volume de gaz doit se réduire. Donc voilà l'enveloppe du scroll, elle se reconnaît bien, elle peut être bleue, souvent elle est bleue.
Pièce verticale, cylindre vertical, à l'intérieur, ici, on va découvrir les deux spirales. Voilà, ils prennent leur temps. On découvre l'intérieur. Voilà, deux spirales dont je parlais. Une fixe, l'autre mobile. En bleu, le gaz qui arrive, qui n'est pas compressé. Et ici, il y a, vous voyez, c'est emprisonné, si je le suis. Et hop, et après ça sort au niveau du centre. Vous voyez là, ici, on suit le volume, tchac. Voilà, je ne sais pas si on verra mieux après. Bon, je laisse tourner, vous pouvez toujours sauter si vous voulez. On va aller boire un coup. S'il fait encore chaud. Une vue éclatée avec les différentes pièces. Ok, donc là je pense que ça indique on met de l'huile pour lubrifier les pièces. Allez, j'arrête là la vidéo. Allez, c'est un petit peu artisanal, on continue comme ça. On a, vous avez compris, je suppose. Je passe au ventilateur. Donc pour l'instant, on a vu les pompes centrifuges, système ouvert, force centrifuge, etc., les roues à aube. On a vu les pompes volumétriques, soit alternatifs, avec un mouvement linéaire, soit rotatif, avec un mouvement donc circulaire. Et maintenant, nous voyons rapidement les ventilateurs. Deux types de ventilateurs, soit axial, soit centrifuge. Axial, on voit bien ici, ventilateur classique, hein, faire du bien l'été avec la canicule. Et puis vous avez ici la partie ici centrifuge où l'aspiration est au central et le refoulement radial. Les ventilateurs axiaux, on en trouve dans les tunnels parfois, on en voit. Il y a un grand volume brassé et une petite différence de pression entre avant et après le ventilateur. On peut en retrouver en conduit aussi. Les ventilateurs centrifuges donc, sont utilisés pas mal dans le bâtiment. L'air rentre par le centre et est entraîné par les roues à aube vers l'extérieur. On parle de ventilateurs centrifuges à action ou à réaction selon la courbure de l'aube. Donc ici, vous avez une courbure. Ok. La courbure ici. Voilà. Ou la courbure comme ceci. Action. Quand c'est action, ça ramasse ici, là. Ça pousse comme ça. Et réaction, ça pousse comme ça. Et ça pousse l'air avec la partie convexe. Alors là, je ne vous demande pas de retenir ça. Le action face concave vers l'avancée, à la rigueur, il faut retenir. On verra en TP. Grande variation du débit correspond à une petite variation de pression. Intéressant si le débit est susceptible de varier. Et une grande variation de pression correspond à une petite variation de débit. Intéressant si les pertes de charge de réseau est susceptible de changer. Alors c'est pas toujours le cas, ce que j'ai trouvé, mais voilà. Donc à action, on aurait une courbe plus plate sur la caractéristique pression-débit. C'est-à-dire qu'ici, si la pression reste à peu près stable, si le débit varie, c'est ce qui est marqué là, une grande variation de débit correspond à une petite variation de pression. Et là, au contraire, on a un débit qui varie fortement lorsque la pression, un débit qui varie ici fortement. Une grande variation de pression correspond à une petite variation de débit. Pardon, voilà. Ici, on a une petite variation de débit pour une grande variation de pression. Alors, c'est pas toujours le cas, mais voilà, c'est une règle générale. Compresseur rotatif, voilà une roue mobile de machine centrifuge.
Et on a la même chose que pour les pompes centrifuges, quoi, grosso modo. Et je passe rapidement ici. J'en arrive au turbocompresseur. Alors pourquoi un turbocompresseur? C'est intéressant parce qu'on a une partie compresseur et une partie turbine. Vous avez ici vous avez en fait dans votre moteur thermique, il est intéressant que l'air soit comprimé quand il arrive, parce que si l'air est comprimé, il contient plus d'oxygène. S'il contient plus d'oxygène, donc il y aura plus d'énergie libérée. Donc on met un turbo, et pour entraîner ce compresseur qui va comprimer l'air qui rentre ici, on utilise au niveau de la sortie d'échappement des gaz une turbine qui est entraînée par les gaz de sortie. Donc la turbine, c'est quelque chose qui est entraîné par les gaz et qui va entraîner un arbre de rotation et qui va entraîner le turbo. Par le turbocompresseur. Les gaz d'échappement entraînent la turbine, récupération d'énergie qui entraîne le compresseur. Ce dernier comprime l'air qui arrive dans le moteur. Il y a donc plus d'oxygène dans la chambre de combustion et améliore les conditions de combustion. Allez, une autre application sur la machine frigorifique et la pompe à chaleur, le cas de réfrigérateur. On a un compresseur en bas du frigo avec un orifice d'aspiration, refoulement et de charge. Charge, c'est de remplissage. Il existe deux échangeurs. Un échangeur qui est noyé dans le frigo, qu'on ne voit pas, qui est celui-là, qui est un évaporateur. Et derrière le frigo, vous avez le condenseur. Donc dans le condenseur, on aura de la condensation du fluide. Et lorsque le fluide se condense, les gouttelettes se condensent à l'intérieur, on a un dégagement de chaleur. A l'inverse, ici, dans l'évaporateur, le fluide va être dans les conditions telles que il va se vaporiser. Et donc, pour se vaporiser, il va prélever l'énergie, donc il va récupérer l'énergie. Et on a les aliments qui sont ici, qui vont donner donc l'énergie, donc qui vont être refroidis. On a aussi un détendeur, c'est le quatrième composant. Puisque on a un compresseur et qu'on fait un cycle, il faut bien redescendre la pression. Alors le détendeur, c'est juste une petite vanne très petite qui, en fait, l'air passe par un cheminement assez difficile et passe ici. On peut régler ici le passage de manière à ajuster la pression dans la pompe à chaleur, dans la machine frigorifique. Et ça, c'est un bulbe qui mesure la température, qui peut être mis à un endroit pour voir s'il fait suffisamment chaud ou froid à un autre endroit, et qui va donc piloter aussi l'ouverture du détendeur. Alors, je regarde juste. Bon. Je parlerai aussi des échangeurs thermiques dans les systèmes thermiques autres. Là, je dérive un petit peu, mais c'est pas grave. Un échangeur thermique, c'est un dispositif qui permet d'échanger de la chaleur sans échanger de fluide. Ici, par exemple, vous avez un fluide chaud qui rentre ici dans un espace coaxial et un fluide froid qui rentre autour ici. Ils sont en contact thermique, ce qui fait que le fluide chaud se refroidit et le fluide froid se réchauffe. Fluide chaud. Ok, problème de tablette. Donc le fluide chaud est là et le fluide froid est ici. Donc en deuxième année, vous aurez un cours sur les échangeurs qui sera plus conséquent. Et vous verrez plein de types d'échangeurs, dont des échangeurs coaxiaux comme ici. Il y a deux axes, il y a deux fluides qui peuvent circuler à l'intérieur. Des échangeurs à plaques ici. Il y a quatre ouvertures aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a deux fluides, deux entrées, deux sorties. Et là, c'est des plaques qui permettent de faire le transfert thermique. Et puis ici, il y a l'échangeur avec changement de phase. Il est intéressant d'avoir un changement de phase, parce que les changements de phase sont très énergétiques. Alors, je parle d'échangeurs parce que justement, dans les frigos ici, il y a des échangeurs. Donc, je parle un petit peu d'échangeurs. Et on rajoute des ailettes dans les échangeurs aussi pour augmenter la surface d'échange. Une machine frigo comporte deux échangeurs, un au condenseur, un à l'évaporateur. Au condenseur, le fluide frigo se condense et libère de la chaleur, tandis qu'à l'évaporateur, le fluide se vaporise et donc prélève de la chaleur. Un compresseur, et c'est pour ça que je parle de ça, dans le chapitre compresseur, et l'utilisation du compresseur se fait dans les systèmes thermiques, notamment au niveau des pompes à chaleur et machines frigorifiques.
et un détendeur. Donc on retrouve ici la compression. Donc le symbole du compresseur, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est un symbole comme ceci. Alors que le circulateur, c'était comme ça. Donc c'est comme ceci pour dire que c'est un gaz. Voilà, le gaz est comprimé et donc chauffé. Il est gazeux ici. Là, il change d'état, donc il devient liquide ici. Il est toujours chaud. Ici, dans le détendeur, on va avoir un refroidissement. Et le liquide, il y a un petit peu de vapeur. Et ensuite, l'évaporateur, on va avoir donc vaporisation complète et échange de chaleur. Et on aura un retour au point initial du compresseur. Pour les questions, je ne sais pas, vous envoyez par mail. On verra comment on procède. J'ai fini le premier cours sur les transferts, le deuxième cours, pardon, le cours sur les pompes et compresseurs. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Par mail peut-être, on fera des séances de questions-réponses peut-être. On verra comment ça se présente. Merci, bonne journée, au revoir.